Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, on va travailler sur les éléments de base en Python. Donc, on commencera d'abord par la gestion des variables en Python, comment elle se fait. On verra l'opérateur d'affectation, les opérateurs, logique, arithmétique et les opérateurs de comparaison. On verra comment Python gère les entrées et sorties, ça veut dire les instructions lire et écrire. Et finalement, les structures conditionnelles. On commencera d'abord par les variables. Nous avons déjà dit que pour déclarer une variable, il faut spécifier le nom et spécifier le type. Alors, pour le type, en Python, nous avons ce qu'on appelle un typage dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de déclarer le type d'une variable. Alors, il suffit d'initialiser la variable et selon la valeur que vous avez affectée à la variable, Python va lui attribuer le type correspondant. D'accord? Alors maintenant pour le nom de la variable. Le nom de la variable, donc vous pouvez le choisir librement, mais de préférence assez court, mais aussi explicite que possible pour exprimer clairement ce que la variable est censée contenir. D'accord? Je veux utiliser une variable dans laquelle je vais stocker le prix acheté, donc j'appellerai ma variable prix acheté. D'accord? Je veux déclarer une variable dans laquelle je vais stocker la surface, donc j'appelle ma variable surface. Donc il faut que ce soit significatif. Alors il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter pour le choix des noms de variables. Alors premièrement, le nom d'une variable est une séquence de lettres de A minuscule, Z minuscule, A majuscule, Z majuscule, et de chiffres de 0 à 1, à 9, et qui doit toujours commencer par une lettre. Ok, donc quand vous déclarez une variable, vous ne pouvez utiliser que les lettres minuscules, les lettres majuscules, les chiffres et doit toujours commencer par une lettre. Ça veut dire le nom d'une variable ne doit jamais commencer par un chiffre. Alors, seuls les caractères ordinaires sont autorisés. Donc, les lettres accentuées, les cédilles, les espaces, les caractères spéciaux, ils sont interdits, à l'exception du caractère souligné. Donc, c'est le tiré du 8. Donc, c'est le seul que vous pouvez utiliser. D'accord? Troisième règle, la case est significative. Faites très attention. Alors, déclarez une variable prix en minuscule, ensuite vous l'appelez prix en majuscule, ça déclenche une erreur. Donc, Python, c'est un langage de programmation qui est, on dit, sensible à la casse. Donc, il fait la différence entre la majuscule et la minuscule. C'est OK, faites très attention à ça. Quatrième règle, donc prenez l'habitude d'écrire l'essentiel des noms de variables en caractères minuscules, y compris la première lettre. Donc ça, ce n'est pas une obligation, mais on va dire c'est une convention. D'accord? C'est une convention. Écrire les noms des variables en minuscules. Donc n'utilisez les majuscules qu'à l'intérieur du même nom pour en augmenter éventuellement la visibilité. Par exemple, j'ai une variable que je vais appeler table des matières. Donc, je mettrai le T majuscule, le D majuscule et le M majuscule. C'est juste une convention, donc ce n'est pas une obligation. Alors, nom de variable et mot réservé. Alors, je ne peux pas déclarer, par exemple, une variable qui s'appelle if. Je ne peux pas déclarer une variable qui s'appelle for, parce que ce sont des mots, d'accord, qui font partie de la syntaxe du langage. Alors, il y a en général 29 mots réservés à éviter. Donc, on ne doit pas les utiliser comme nom de variable. Par exemple, for, is, del, else, else if, etc. Donc, ce sont des mots réservés du langage à ne pas utiliser comme nom de variable. Alors, on arrive maintenant au typage. Donc, en Python, le type de la variable est déterminé au moment de l'affectation. Donc, on parle d'un langage à typage dynamique. C'est l'un des points forts de ce langage-là. D'accord? Le type d'une variable peut changer au cours du temps. Ça, c'est très important. Par exemple, je vais faire une affectation A est égal à 5, donc automatiquement Python il va attribuer à A le type entier et après je vais utiliser la même variable A et je vais lui affecter une valeur de type chaîne de caractères. A est égal à double quote, bonjour double quote. Donc, durant le temps d'exécution d'un programme, une variable peut changer de type. D'accord? Je peux utiliser la même variable, au début je stocke un entier, après je stocke un réel, après je stocke une chaîne de caractères, ça cause absolument aucun problème en Python. Alors, comment on peut savoir quel est le type qui a été attribué à la variable par Python? Alors, nous avons l'instruction type et vous mettez entre parenthèses le nom de la variable.
Donc là, par exemple, suivez bien avec moi. Donc x est égal à 9. Je suis en mode interactif. Je tape l'instruction type entre parenthèses le x. Donc Python a répondu, l'interpréteur, il a dit class int. Ça veut dire le type qui lui a été attribué, c'est le type entier. Deuxième exemple, y est égal à n5 entre double quotes. Quand je fais type y, donc c'est le type, il a attribué le type str, c'est chaîne de caractères. Troisième exemple, j'ai fait z est égal à 3.9 et ensuite j'ai mis type entre parenthèses le z. Vous voyez bien, la classe c'est float, ça veut dire c'est réel. Alors, quels sont les types numériques qui sont utilisés en Python? Alors, il y a d'abord le type int et le type long, d'accord? Int, c'est pour un entier, long, c'est pour un entier long. Donc, la taille des entiers n'est limitée que par la mémoire de la machine. Alors, nous avons le type bool, c'est booléen. Donc, il admet deux valeurs possibles, false et true. Faites très attention, le F est en majuscule et le T en majuscule. Il y a le type float, donc c'est le type réel. Donc, un float, il est noté en Python avec un point décimal ou une notation exponentielle. Donc, rappelez-vous, donc pour les floats, pour les réels, on met un point et non pas une virgule. Alors, les flottants supportent les mêmes opérateurs que les entiers. Alors, nous avons notre type numérique, c'est le type complexe. Et le langage Python, c'est l'un des rares langages de programmation où on trouve le type complexe. Alors, comment on écrit un nombre complexe? Regardez bien, donc on écrit la partie entière, donc, et pour la partie imaginaire, on utilise le J au lieu de I qu'on a l'habitude d'utiliser en mathématiques. Regardez un petit exemple ici. Là, je fais le print un J, donc il m'a affiché. Print, et là, je fais la somme de deux nombres complexes. Là, il a fait le calcul. Print, et là, j'ai un nombre complexe, point real. Donc, c'est une méthode. Qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet d'extraire la partie réelle d'un nombre complexe. De même, j'ai la méthode image qui permet d'extraire la partie imaginaire d'un nombre complexe. Et là, vous avez l'opération, ou bien la fonction ABS qui permet de calculer le module. En Python, comme d'autres langages de programmation, il y a la notion de module, ou bien ce qu'on appelle dans notre langage une bibliothèque. Alors, un module, c'est quoi? Donc, c'est un regroupement d'un ensemble de fonctions et de procédures, alors, qui sont spécifiques à une thématique précise. Alors, moi, par exemple, je vais utiliser des fonctions mathématiques comme sinus, cosinus, tangente, la cotangente, etc. Donc, si je tape directement cosinus dans mon interpréteur, il ne va pas reconnaître la fonction. Alors, ces fonctions-là, ils sont où? Ils sont dans un fichier, d'accord, à part, qu'on appelle un module. Alors, si on veut les utiliser, on doit d'abord appeler ou bien on doit charger le module dans la mémoire, d'accord? Alors, Python dispose d'une bibliothèque énorme de modules et c'est ça qui fait la puissance du langage. Alors, si vous voulez faire du traitement d'image, il y a des modules qui sont dédiés. Si vous voulez faire du traitement de la vidéo, il y a des modules qui sont dédiés. Si vous voulez vous connecter à une base de données, il y a des modules qui sont dédiés. D'accord? Donc, c'est ça qui fait la puissance du langage. Alors, nous, on va essayer de découvrir quelques modules existants en Python. Alors, le plus important pour nous, c'est le module math. Donc, c'est un module qui comporte un certain nombre de fonctions, d'accord, que nous pouvons utiliser pour faire des calculs mathématiques. Alors, on verra par la suite d'autres modules comme le module Turtle. Donc là, c'est un module, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de faire des dessins graphiques sur l'écran. Il y a le module NumPy qui permet de faire du calcul scientifique, le module SymPy qui permet de faire du calcul formel, il y a le module Matplotlib qui permet de faire des graphiques, d'accord, à partir d'un ensemble de données. Il y a le module math qui nous intéresse, donc qui permet d'avoir accès aux fonctions mathématiques comme le cosinus, sinus, la racine, le nombre pi et bien d'autres fonctions utiles. Alors, comment on va faire pour importer le module math? Alors, que ce soit dans un script ou bien dans le mode interactif, donc nous avons deux façons de faire. Donc, soit je fais from math import, par exemple, je veux importer juste la racine carrée. From math import sqrt, et à ce moment-là, je peux appeler la fonction sqrt,
par exemple appliqué à 25, il m'a affiché le résultat. D'accord? Je suis bien là en mode interactif. Alors, deuxième exemple, from math import étoile. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va importer toutes les fonctions qui existent dans le module math. Donc là, quand j'ai fait print pi, donc il a affiché la valeur de pi. Si je ne mets pas from math import étoile, qu'est-ce qui va se produire? Quand je vais faire print le pi, il va me dire que le pi n'existe pas. D'accord? La deuxième méthode, on va faire import math tout court. Mais après, à chaque fois que vous voulez utiliser une fonction, vous devez d'abord mettre le nom du module, ça veut dire math.sqrt. Vous voulez utiliser la fonction cosinus, donc vous allez faire math.cosinus. Vous voulez utiliser la fonction tangente, la même chose, math. Et vous mettez le nom de la fonction. Donc vous choisissez la méthode qui vous paraît la plus pratique. Alors si je veux afficher toutes les fonctions qui existent dans un module, c'est très simple. Donc il suffit d'abord de faire import math, donc j'importe math. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il va charger le module dans la mémoire. D'accord? Il va charger tout le module math dans la mémoire pour que les fonctions soient accessibles. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire help, entre parenthèses, je tape le nom du module. Vous cliquez ici. Voilà. Et là, il a affiché toutes les informations concernant le module mathématique. D'accord? Donc là, les différentes fonctions. Et là, il vous explique chaque fonction qu'est-ce qu'elle admet comme paramètre et qu'est-ce qu'elle doit retourner comme résultat. C'est OK? Finalement, le type alphanumérique, donc c'est le type string, chaîne de caractères. Donc une donnée de type string est une suite quelconque de caractères délimitée soit par simple quote ou bien par double quote. Alors, regardez bien avec moi l'exemple. Phrase 1 est égale à double quote, lensac, et là j'ai mis double quote. Alors, phrase 2, j'ai mis uniquement simple quote, vous êtes simple quote. Phrase 3, double quote, un étudiant 2, double quote. Alors, quand je fais print, phrase 2, phrase 3, phrase 1, donc il m'affiche bien sûr le message qui contient les trois valeurs de la chaîne de caractères. Alors, une remarque très importante, regardez bien, la séquence anti/n dans une chaîne provoque un saut à la ligne. Alors, regardez ici, print, je suis en mode interactif, print, double quote, Ilham, anti/n, Omaira, double quote. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a affiché Ilham, il est retourné à la ligne, et ensuite il a affiché Omaira. Alors, une autre remarque très importante, c'est la séquence anti/. Qu'est-ce qu'il permet de faire? Alors, regardez bien. Ici, dans la phrase 1, j'ai le texte lensac et j'ai un apostrophe. OK? Alors, si j'utilise uniquement les simples codes, qu'est-ce qui va se produire? Regardez bien ici. Print, les étudiants de lensac. Je mets uniquement simple code. Ici et là. Donc, ça va déclencher une erreur. Pourquoi? Parce que l'interpréteur, il va trouver la première simple code. Ensuite, il va trouver l'apostrophe. Pour lui, c'est une simple code. Pour lui, la chaîne de caractères, il est terminée. Après, il va trouver un texte qui vient après. Donc, ça va déclencher une erreur. Il va me dire, qu'est-ce que le texte vient faire ici? C'est OK? Donc, pour dire à l'interpréteur que ce n'est pas une simple cote pour délimiter une chaîne de caractères, c'est juste une apostrophe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On doit protéger la simple cote. Avant la simple cote, on met un anti-slash. On appelle ça un caractère d'échappement. D'accord? On l'utilise dans tous les langages de programmation. Donc, j'ai une chaîne qui contient apostrophe. Qu'est-ce que je vais faire? Avant l'apostrophe, je mettrai un anti-slash. Sinon, si je veux faire les choses d'une façon simple, au lieu d'utiliser les simples codes, je vais utiliser les doubles codes. Et comme ça, même si la chaîne contient apostrophe, ça ne va pas générer une erreur. C'est OK? Alors, pour les chaînes de caractères, alors Python me permet l'accès aux chaînes de caractères en utilisant l'indice de chaque caractère. Alors, une chaîne de caractères en Python, c'est ce qu'on appelle une séquence. Une séquence. Donc, chaque élément, il est identifié par un indice. Donc, moi, j'ai une chaîne de caractères ici, NSAC. Si je veux accéder au premier caractère, donc je vais mettre le nom de la chaîne, entre crochets, le 0. Je veux accéder au troisième caractère, donc je mettrai le nom de la chaîne de caractères, entre crochets, et je mettrai 3. D'accord?